merci à M. Escada pour cette présentation. Alors, rapidement, pour présenter un petit peu mon travail, dans mon précédent ouvrage, j'avais analysé l'activité des réseaux Soros et j'avais montré de quelle manière ils s'incluaient dans ce que j'appelle le globalisme politique, autant au travers son idéologie que sa pratique. Dans ce second ouvrage que j'ai commencé à rédiger durant les premiers confinements, c'est un ouvrage en fait à la fois d'analyse mais aussi de résistance, puisque c'est réellement à mesure que nous subissions les lois d'exception du covidisme, je me suis interrogé sur la racine profonde de ce qui était en train de nous arriver et je suis tombé sur finalement l'idéologie de la dépopulation. C'est-à-dire que j'ai commencé à analyser qui était derrière ces lois d'exception au prétexte sanitaire, et je suis tombé sur les fondations que vous connaissez bien, comme la fondation Gates et autres. Et en fait, j'ai montré finalement quelle était l'influence de ces organismes privés sur des organismes qui sont censés être indépendants, comme les institutions internationales, comme l'OMS. On sait que la Fondation Gates est par exemple le second financier derrière les États-Unis de l'OMS. Donc vous avez un organisme privé qui a plus d'influence que la plupart des États sur l'organisation qui s'est chargée de piloter la réaction au Covid à l'international et qui a planifié et organisé cette réaction. Donc partant de là, je me suis interrogé sur l'idéologie des gens comme Gates et de tout ce milieu qu'on appelle le philanthrocapitalisme, que moi j'appelle plutôt philanthroglobalisme, parce qu'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont de capitalistes que le nom, puisque finalement ils sont capitalistes pour eux-mêmes, mais collectivistes pour les autres, et notamment collectivistes pour leurs véritables ennemis, qui sont les classes moyennes occidentales et même internationales. Donc je me suis interrogé sur les motivations profondes, et il y en a plusieurs, mais l'une d'elles qui est récurrente, c'est la thématique de la démographie planétaire, la thématique du contrôle de la natalité chez quelqu'un comme Gates, mais en fait chez la plupart on va dire, des intervenants principaux de cette idéologie mondialiste. Il faut savoir que par exemple Gates avait réuni en 2009 lors d'une réunion privée des personnalités influentes de ce milieu, comme George Soros, Warren Buffett, un des financiers lui aussi de la fondation Gates, et d'autres qui se sont réunis à huis clos au sein d'un club de pensée qu'ils ont baptisé le Good Club, alors le club du bien ou le bon club, à voir selon leurs intentions. Et en fait, durant ces réunions, qui se sont étalées sur l'année 2009 jusqu'à quelques années successives, ils ont acté que les questions principales pour les personnalités comme eux étaient les questions économiques, mais avant tout la question démographique. Et si on regarde bien, cette question démographique, elle devient toujours plus centrale dans l'actualité, et cette question de la natalité et cette idée que nous serions trop nombreux et que, en fait, le moyen de résoudre tous les problèmes écologiques serait la variable démographique. Avec cette idée d'une approche qui est toujours la même chez les globalistes, c'est que c'est l'approche globale, globalisante, on va même dire totalisante. Là où effectivement des problèmes peut-être de surpopulation localisée peuvent se présenter, ces gens-là vont vous présenter les choses toujours sous l'idée de la population, un excès de population mondiale, donc ce qui nécessite des solutions mondiales. Ils ont trouvé
avec déjà le Covid, mais aussi avec le réchauffement climatique, avec les questions écologiques, une forme d'état d'ennemi parfait, hors humanité, pour unifier l'humanité de force sous leur férule. Donc c'est assez pratique, puisque jusqu'ici vous aviez les ennemis, les criminels contre l'humanité qui s'enchaînaient depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant finalement, et puis successivement Saddam Hussein, Bachar al-Assad, maintenant Vladimir Poutine, voilà, ces gens-là, on trouve toujours un ennemi qui permet d'unifier la cause globaliste. Mais là, vous avez un ennemi ultime. Ce sont des ennemis qui sont finalement hors humanité, qui permettent d'unifier justement l'humanité et de faire passer des lois d'exception qui ne passeraient jamais en temps normal. On a vu cela à la faveur de la crise sanitaire, qui, bon, n'était pas une crise sanitaire, c'était avant tout une crise politique. Et justement, le passage d'une forme politique que j'appellerais pré-Covid à la forme politique post-Covid, qui est en fait le post-libéralisme. Nous sommes rentrés en Occident dans un monde post-libéral. On dit que les systèmes politiques, on pourrait dire eurasiatiques en quelque sorte, Chine, Russie, Turquie, Iran, Corée du Nord et autres, sont on les appelle souvent systèmes illibéraux. Et face à cela, des gens comme Soros se présentent comme les parangons d'une société ouverte, qui serait l'aboutissement du libéralisme politique. Mais avec le Covid et avec les trucages électoraux à répétition qui s'enchaînent avec les lois d'exception permanentes, mesures d'exception d'abord avec le prétexte du terrorisme, puis de la crise sanitaire, maintenant nous sommes rentrés dans un monde post-libéral, qui n'a plus de libéral qu'un vernis politique. Nous sommes à cette fête qui s'appelle la fête du pays réel. C'est vraiment de ça dont il s'agit. La semaine dernière, j'étais en conférence en Savoie, je voyais un public très nombreux. Il y a vraiment un pays réel qui est maintenant complètement découplé du programme politique qui est maintenant celui de la République française. Donc il y a eu une forme de, comme dirait notre camarade Lucien Cerise, de neuropiratage progressif de la forme politique occidentale par le globalisme politique. Cela s'est fait au travers de différents prétextes, tour à tour, comme je vous disais, terrorisme et autres, et puis le prétexte sanitaire. Bientôt, il y aura, on est en cours dans la narration climatique qui permettra d'arriver, puisque c'est ça l'objectif, à un pass carbone universel. Donc à chaque fois, on a eu le pass vaccinal, il s'agit d'instaurer une forme de système de type comme on a dans la Chine du Parti communiste, mais à l'échelle occidentale et dans une version occidentale du permis, d'une forme de carte d'identité à points, du comptage social, avec des bons points, mais là, on va dire, si on compare avec le système même chinois, en Chine, ce système-là, il y a aussi l'idée, par exemple, de savoir si vous vous occupez de vos anciens ou pas. Dans le système occidental, ça ne sera pas ça. Ce sera uniquement si vous dépassez ce qui vous est autorisé en termes de points carbone par mois selon vos besoins, les besoins que décrétera l'État, si vous êtes une entreprise, un particulier ou autre. Voilà. Donc on va vers un système toujours plus coercitif, mais à mesure que ce système se tend, on voit aussi une résistance en quelque sorte passive s'organiser, et cela me fait penser à quand on lit les récits durant la période de la découlakisation en Union soviétique, où en fait quand on se penche sur ces périodes historiques, on voit que le régime était très dur, mais qu'il y avait des pans entiers de la société qui finalement commençaient à vivre une existence parallèle et à s'organiser autrement et à fonctionner autrement. Je pense que c'est ce qui va toujours plus arriver en Occident, et notamment en France, où en France nous ne devons pas désespérer, parce que si nous comparons l'état de la résistance, comment le peuple a résisté durant le Covidisme, comparé à d'autres pays, il y a eu une très forte résistance. Avant cela, il y a eu les Gilets jaunes.
Le covidisme a été mis en place clairement pour écraser, au bout d'un moment faire siffler la fin des gilets jaunes et de cette espèce d'insurrection permanente dans laquelle était rentrée une partie de la population. Bien, voilà, il y a encore une vitalité dans la population française et dans d'autres populations européennes. Donc face à pour neutraliser cette vitalité et ce pays réel, eh bien, toutes sortes d'outils que j'appelle cybernétiques, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ça, j'avais beaucoup étudié ça dans le précédent ouvrage, l'influence de la cybernétique, la volonté d'arriver à un contrôle social intégral, des auteurs comme par exemple Kurt Lewin, un des fondateurs de la cybernétique, qui nous explique la manière dont il faut dissoudre des équilibres pour ensuite créer une période de confusion, et durant cette période de confusion, on peut à ce moment-là recréer un nouvel équilibre et le solidifier. Mais c'est ce que l'on constate constamment. Donc nous sommes attaqués par tous les flancs à la fois, hein, l'idéologie du genre, les questions sanitaires qui sont instrumentalisées dans un but de contrôle de la natalité, les questions écologiques qui sont aussi instrumentalisées, puisque là c'est pareil, si on regarde l'histoire de l'écologie politique, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une forte prise de conscience des nuisances que faisait courir on pourrait dire, on dit maintenant système écologique, mais on va dire à la création, l'activité de l'homme moderne. Eh bien, cela a été très vite phagocyté et repris en main par les globalistes au travers d'organismes comme le Fonds mondial de la protection de la nature et autres, tout un tas d'instruments qui en fait utilisent l'écologie pour faire de l'ingérence politique, on va dire au niveau global. Donc tous ces instruments-là sont face à nous, sont on va dire, gigantesques dans les moyens qui sont investis. Mais bon, il s'attaque au réel, et en fait il y aura toujours jusqu'au bout une résistance et une résilience, puisque c'est le mot à la mode, des humains, enfin des personnes qui veulent rester humaines. Et je pense qu'avec le Covid, ils sont sortis du bois en quelque sorte. Vous savez, le symbole de la société fabienne, un des principaux clubs d'influence mondialistes qui existent depuis la fin du 19e siècle dans le monde anglo-britannique, qui a ses ramifications partout, avec pris comme symbole un loup déguisé en agneau. Et bien là, le loup, à la faveur des lois d'exception Covid, a commencé à montrer ses oreilles et ses crocs. Et je vois beaucoup de gens qui se sont réveillés à la faveur de ce qui s'est passé avec les lois d'exception covidiennes. Donc il ne faut pas désespérer sur cela. Et à chaque coup que nous recevons, il y a autant de personnes qui comprennent. Et c'est une lutte, comme toute lutte politique et métapolitique, de minorité contre minorité. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Donc vous avez la minorité que je qualifierais d'occupation globaliste qui occupe notre pays, et puis il y a la minorité qui a compris. Finalement, c'est vieux comme l'histoire du christianisme, hein, c'est le sel de la terre. Nous ne sommes peut-être pas autant nombreux que la masse, mais ce qui compte, c'est la qualité de la résistance. Et en fait, au milieu, vous avez une masse molle qui finalement et logiquement cherche le bon gouvernement, cherche juste la paix de l'ordre, comme on disait autrefois dans l'Église catholique, et qui la trouve de moins en moins. Et c'est ce qui va être intéressant, entre guillemets, c'est que cette masse de gens dépolitisés qui refusent même le politique, qui refusent de comprendre que tout est politique et qu'on ne peut pas échapper aux politiques, eh bien cette masse-là, par exemple avec les effets secondaires tragiques des injections covidiennes, eh bien commence à se questionner. Une partie sera toujours dans l'acceptation et comme on va dire par réflexe sadomasochiste, à mesure qu'elle se fera frapper, elle ira toujours plus vers son geôlier.
mais une autre commence à avoir de sérieuses réticences. Parce que le projet de passage d'une société de consommation intégrale basée sur l'individualisme et l'égoïsme à une forme de nouveau collectivisme, de communisme 2.0 sous forme occidentale, ne va pas être évident. Comment faire accepter à tout le monde, à part effectivement, alors ils ont cette méthodologie de la progression par palier, comme ils l'appellent, l'ingénierie sociale par palier, ce dont parlait Kurt Lewin et ces gens-là, et ils essayent de le faire progressivement. Ce que disait aussi un des pères de l'idée de dépopulation, Denis Meadows, le rédacteur du rapport dans les fin des années 60 sur les limites de la croissance, dont on nous dit maintenant que c'était un rapport prophétique, alors qu'en fait c'était un rapport qui était subventionné par les fondations Rockefeller, le Club de Rome et autres organismes du même genre, pour justement préparer les élites politiques occidentales à ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire un changement de paradigme politique, la grande réinitialisation, la 4e révolution industrielle et le plumage, en quelque sorte, du capital des classes moyennes occidentales. Et bien, ce Denis Meadows expliquait en 2012, je crois, que la question démographique était centrale. Donc ils ont toujours cet optimum démographique qui serait d'arriver à 1 milliard, 1,5 milliard de population mondiale. Bien, Denis Meadows expliquait qu'on n'a pas le choix, c'est toujours cette même idée, on n'a pas le choix, on est obligé, sinon ça va être catastrophique, c'est-à-dire il y aura des raz-de-marée gigantesques, enfin tout dépend de cette variable démographique, imposée de manière planétaire et égalitaire au monde entier. Et Denis Meadows disait, moi je suis quelqu'un de civilisé, je voudrais que ça se fasse dans le calme et sans violence. Donc on voit bien le programme de ces gens-là, c'est-à-dire sans violence, donc il ne faut pas que ça se voit. Parce que sinon, si on vous fait de la violence, vous allez vous défendre, c'est un peu quelqu'un qui essaye de vous étouffer, qui vous dit non mais sans violence, tout va bien se passer, ne te montre pas trop violent, sinon c'est toi qui va être incriminé pour violence. Et donc, je me suis interrogé dans mon livre sur des propos, par exemple, de Bill Gates, qui nous explique qu'on peut arriver à avoir un impact sur la démographie mondiale d'ici 2050, puisque son objectif, c'est, comme il le dit, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut réduire naturellement le nombre de personnes qui utilisent les énergies fossiles. Pas juste transformer l'économie, parce qu'ils savent que ça sera pas, et les modes de production, ils savent que ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi réduire la population qui utilise ces énergies-là. C'est le prétexte. Donc, pour réduire cette population, il explique, pour avoir un impact sur la démographie, il dit qu'il faut jouer sur les soins de santé reproductive, ce qu'il désigne par euphémisme dans le langage de la gouvernance mondiale, tout ce qui est d'ordre contraception, même avortement, même stérilisation volontaire, et il dit aussi et la vaccination. Alors on se demande ce que la vaccination vient faire là, puisque la vaccination est censée protéger l'individu. Eh bien, il explique que non, c'est parce que les familles ou les populations vaccinées, justement, rentrent, on va dire, se développent et en fait rentrent dans un mode de vie où en fait ils font plus attention et en fait naturellement ils rentrent dans la modernité, ils font moins d'enfants. Voilà, ils sont sortis de ce pétrin, de cette citation qu'il avait fait, de cette manière-là. Mais quand on regarde, comme j'ai fait, ce qui existe sous le terme, par exemple, d'immunocontraception, de vaccins stérilisateurs, de vaccins abortifs, eh bien vous avez une foultitude d'études qui existent, qui sont menées, par exemple, par le professeur indien Talwar, qui depuis les années 60-70 travaille sur cette question, à tel point que, par exemple, je montre ça dans le livre, je cite un extrait du journal La Repubblica en Italie qui titrait dans les années 90 « Bientôt un vaccin anti-bébé ». Voilà. Et donc l'idée du professeur Talwar, c'est toujours de dire eh bien voilà, on pourra du coup aider les femmes avec ce vaccin-là. Et là se pose une question parce que
on se dit, mais pourquoi, diable, aller chercher un vaccin stérilisateur ou abortif dans la mesure où tous ces moyens-là sont déjà disponibles de manière volontaire? C'est que quelque part, on veut le faire de manière furtive ou induite, de manière dissimulée aux populations. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, par exemple, au Kenya, en 2014, je crois, quand, lors d'une campagne de vaccination anti-tétanique, l'Église catholique du Kenya s'est rendu compte que les injections censées être juste des vaccins contre le tétanos dissimulaient des agents qui provoquaient des fausses couches chez les femmes et peut-être même, au bout, selon les spécialistes qui ont fait analyser ces échantillons, peut-être même provoquer la stérilité au bout de 4 à 5 injections. Ça nous rappelle quelque chose. L'Église catholique du Kenya, qui participe notamment à tout ce qui est de l'ordre des soins justement sanitaires dans ce pays depuis longtemps, s'est interrogé du fait qu'à ce moment-là, l'OMS et les autres organisations essayaient d'éviter le partenariat avec les organismes de l'Église catholique qui sont déjà en place. Et ils se sont interrogés aussi sur la modalité de cette cette campagne d'injection, avec autant d'injections successives, et ils ont fait prélever des échantillons et ils les ont amenés dans des universités en Afrique du Sud, je crois, et en fait il leur est revenu qu'effectivement il y avait des éléments qui conduisaient à ces fausses couches, avortements, voire stérilité au bout de plusieurs injections. Il y a eu un procès, il y a eu, je crois, un des lanceurs d'alerte qui est même mort dans des conditions étranges, comme souvent. Et en fait, c'est une réalité qui est documentée, qui n'est pas une réalité complotiste, puisqu'on peut trouver cette information dans toutes sortes de médias. Il suffit de chercher. Comme la plupart des informations que j'utilise dans mes ouvrages sont des sources ouvertes, simplement, il faut les chercher. Et voilà. Donc, pour conclure rapidement, c'est quelque chose sur lequel il compte vraiment influer. C'est quelque chose maintenant, l'impact par exemple de la vaccination Covid sur la fertilité humaine est quelque chose qui dès le début a été documenté et alerté par de nombreux médecins. Eh bien, on s'est acharné à aller dans cette direction. Maintenant, on va y avoir toute une mise en scène médiatique pour arriver un petit peu à lisser un petit peu ces dommages en disant « Ah, on ne savait pas ». Mais non, je pense que certains savaient très bien, pas tout le monde, mais comme dans tout ce genre de problème-là, il y a une pyramide de décision, et ceux qui sont en haut des pyramides de décision savent ce qui se passe. C'est aussi un des enjeux des élections truquées aux États-Unis. Voilà, donc on pourrait continuer longtemps, et voilà. Merci à vous de votre attention.